Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. On va attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte. On est ravis de vous retrouver en cette rentrée pour le premier webinaire de la rentrée autour donc de mon espace santé, sujet qui va certainement tous beaucoup nous occuper au cours de ce deuxième semestre. Donc aujourd'hui, on est avec Anne-Laurent et Anne Benayoun. Donc les filles, je vous laisse la main pour ce webinaire. Juste un petit rappel des bonnes pratiques. Vous avez un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Les filles se feront un plaisir de vous répondre. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue. Comme le disait Elodie, on est vraiment ravis de vous retrouver. On espère que vous avez passé un bel été et en effet, c'est idéal pour la rentrée de commencer avec ce sujet qui est mon espace santé. On va pouvoir en fait faire ce webinaire autour de 4 séquences. Donc, ce qu'on vous propose, pour les 2 premières séquences, on va vous diffuser un petit film. Ça va durer environ 14 minutes. On prendra quelques questions à l'issue de la séquence 2. Puis, on arrivera dans le vif du sujet et ce qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui, avec donc un film d'introduction sur mon espace santé. Et puis Anne Benayoun vous déroulera les éléments et on prendra l'essentiel de vos questions à l'issue de cette présentation. Donc, on a vraiment les 3/4 du temps du webinaire consacré à vos questions-réponses. Donc, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de bien y répondre et vous pouvez dès à présent commencer à amorcer vos questions dans l'onglet prévu à cet effet sur votre droite. Donc, je te laisse, Elodie, diffuser le premier film et on vous retrouve dans moins de 14 minutes. Merci. C'est historique et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Je l'ai déjà affirmé, je le redis, je renouvelle mon soutien à la feuille de route du numérique en santé, ainsi qu'à tous les acteurs qui collectivement œuvrent pour sa réussite. Alors, le numérique en santé, il n'est plus temps d'en parler, il est temps de le faire. Et nous ne faisons pas autre chose. Nous accompagnons son développement et nous renforçons la confiance dans ses usages. Bon, le point de départ de la feuille de route du numérique en santé, c'est un rapport que nous avons remis à la ministre avec Anne-Laure Coury en septembre 2018, qui faisait un état des lieux de la e-santé en France et qui proposait une trajectoire. Le constat, il est sans appel, hein. Notre pays n'est pas au niveau. Les logiciels de santé ont fleuri partout dans les cabinets médicaux, à l'hôpital, mais sans référentiel commun, sans socle commun. Et le résultat, c'est que ces logiciels, ils parlent pas le même langage, ils savent pas communiquer entre eux de façon sécurisée. On dit qu'ils sont pas interopérables. Après, on a des professionnels de santé qui sont exaspérés par le manque d'ergonomie de leurs logiciels. Alors face à ce constat, la feuille de route, elle part d'une conviction profonde, qui est la nôtre. C'est qu'il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. On veut en France un numérique en santé qui soit humaniste. On veut que l'éthique, ça soit notre marque de fabrique. On veut un numérique en santé qui soit souverain parce qu'on n'a pas envie de finir chez les GAFA. Et puis surtout, on veut un numérique en santé citoyen, fait avec et pour les citoyens. Tous les citoyens français. Ensuite, il fallait partager une vision et pour nous, elle est claire. C'est l'État qui doit reprendre la main en faisant les référentiels et en les rendant opposables. C'est l'État qui doit construire les services socles numériques, les plateformes numériques nationales sur lesquelles tous les industriels et les startups doivent s'appuyer pour proposer des services numériques innovants et partager les données de santé. Il fallait surtout être au contact des gens, au plus proche du terrain, pour co-construire avec la totalité de l'écosystème. On a construit une charte d'engagement à cette feuille de route que la quasi-totalité des industriels de la e-santé en France ont signée. Et puis on a organisé aussi des sortes de célébrations de nos héros de terrain de la e-santé, comme les talents de la e-santé par exemple. Alors bien sûr, évidemment, il y a encore beaucoup de travail et franchement, c'est pas facile tous les jours, vous l'imaginez. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la e-santé en France, ça avance comme jamais. Et ce qui est certain, c'est que c'est le résultat d'une dynamique collective.
Notre doctrine commune, il s'est avéré que c'est celle de l'État-plateforme. L'État-plateforme, ça paraît être un gros mot de fonctionnaire un peu hors sol, mais en réalité, c'est très concret. C'est tout simplement s'inspirer du mode de gouvernance d'une ville pour urbaniser les systèmes d'information en santé. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font deux choses. Ils construisent les règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Mais ils développent aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Les routes, les ponts, le réseau d'égouts. En revanche, ils laissent l'écosystème, proche du terrain, notamment privé, faire les maisons individuelles. Et leur rôle, c'est de vérifier que ces maisons, elles respectent les règles, le code de l'urbanisme, et qu'elles se raccordent aux routes, aux réseaux d'égouts, etc. Et dans le numérique en santé, c'est exactement la même chose. Nous, notre rôle, c'est de faire les règles qui prennent racine dans 3 grands piliers. Un pilier d'éthique, un pilier d'interopérabilité et un pilier de sécurité. C'est aussi de construire les infrastructures de base, les communs numériques. Et puis, on va s'assurer qu'émergent tout un tas de services numériques à valeur ajoutée métier et qui respectent les règles et qui se raccordent à nos communs numériques. Le numérique en santé est un enjeu majeur pour l'assurance maladie. Il y a plus de 20 ans, la carte vitale est entrée dans nos vies. Depuis, Amélie.fr, le compte Amélie, Amélie Pro sont des outils qui se sont progressivement imposés dans la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Aujourd'hui, nous voulons engager une nouvelle étape. Permettre aux assurés sociaux d'être davantage acteurs de leur santé, pour aider les professionnels de santé à communiquer entre eux et faciliter également la communication entre les professionnels et les assurés. Et puis bien sûr simplifier les conditions d'exercice, la vie quotidienne de ces professionnels. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Et puis la feuille de route du numérique en santé, c'est aussi un déploiement sur le terrain. Alors, le rôle des ARS, il est dans un sens de faire remonter auprès des acteurs nationaux les attentes, et puis dans l'autre sens, ça va être d'assurer le dernier kilomètre du déploiement de cette feuille de route. Une fois que ces fondations, ces outils socles auront été déployés, alors nous serons d'autant plus forts pour construire sur ces fondations des projets nouveaux, répondant à des initiatives locales et qui seront dès lors déployables. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Alors, une fois qu'on a défini le pourquoi et le quoi, cette doctrine de l'État-plateforme, alors c'est quoi ? C'est une feuille de route avec 5 grandes orientations, 30 actions. C'est une doctrine technique du numérique en santé de 150 pages qui est la bible de tous les DSI et de tous les industriels, qui a été coécrite en interne avec tous les acteurs externes grâce à la plateforme Participer. Et puis, il faut aussi qu'on définisse le comment. Comment, d'une part, on s'organise pour passer d'un espèce de mouvement brownien à une ruche dans lequel chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, il faut qu'on active tout un tas de leviers pour atteindre cet objectif commun. Donc, on a créé la délégation au numérique en santé, en faisant en sorte qu'elle ait une assise politique forte, en étant rattachée au ministre pour pouvoir vraiment jouer pleinement ce rôle de chef d'orchestre. On a transformé la ZIP Santé en agence du numérique en santé, avec une réorganisation. On a créé l'outil Convergence pour aligner les stratégies des acteurs nationaux et les stratégies des acteurs régionaux. On a co-construit surtout avec l'externe, via le Conseil du numérique en santé, qui est la grande messe du numérique en santé qui a lieu tous les 6 mois, via le Tour de France des régions, via les ateliers citoyens, etc. Et puis on a activé des leviers institutionnels classiques avec du coercitif via des textes réglementaires, législatifs et de l'incitatif avec des financements. Et puis des leviers un peu plus innovants avec par exemple la régulation par la donnée ou le choc de la transparence où on va indiquer tout simplement le meilleur établissement de santé qui alimente le plus de DMP. En juillet 2020, Olivier Véran, notre ministre, dans le cadre des négociations Ségur, a décidé de consacrer 2 milliards d'euros pour le numérique en santé en France, dont 600 millions d'euros dans le secteur médico-social et 1,4 milliard dans le secteur sanitaire pour accélérer le partage sécurisé des données de santé. En parallèle, dans le cadre de France Relance et du plan d'investissement d'avenir, un marché clé a été consacré à la santé digitale pour soutenir la filière industrielle de la e-santé en France et pour stimuler l'innovation. Jamais dans toute l'histoire du numérique en santé en France, il y a eu un tel engagement de l'État. Jamais il y a eu une telle mobilisation collective.
Les professionnels de santé sont particulièrement exigeants dans 2 domaines. Tout d'abord, ils demandent aux éditeurs que les logiciels soient intelligents et assurent aisément de multiples fonctions, comme la saisie de l'accès rapide aux informations du patient, les échanges et le partage dans la coordination des soins, ou encore l'accès immédiat aux données du patient via son espace numérique de santé. En même temps, ils demandent que soit garantie la protection et la portabilité des données, la traçabilité des accès, la sécurité du système d'information et l'hébergement des données. L'Agence du numérique en santé apporte sa contribution à la maison de la e-santé en construisant les fondations de la maison, c'est-à-dire en mettant en place tous les référentiels d'identité, d'interopérabilité et de sécurité, d'éthique de la e-santé. Il est essentiel d'avoir une identité numérique pour tous, de savoir qu'un patient, tout le monde va l'appeler pareil et qu'on sera sûr que ce soit lui. On élargit ces référentiels au secteur médico-social, ce qui fait qu'ils peuvent accéder à des services qui n'existaient pas jusqu'à présent, comme la carte CPS dématérialisée, et tout ça en toute sécurité. L'Agence du numérique, elle est aussi là pour accompagner les établissements de santé qui sont victimes d'attaques de cybersécurité. En effet, depuis quelques années, on a un observatoire, on partage les bonnes pratiques et on les aide à résoudre leurs incidents de sécurité en relation avec l'ANSSI. On essaye d'appuyer, d'être à l'accompagnement des acteurs du numérique. On met en place des outils pour les aider. On a des experts qui permettent de répondre à leurs questions, des webinaires, des formations. Donc tout cela, on le fait dans un esprit de co-construire avec eux ce numérique en santé, parce qu'on sait que l'adhésion à ce numérique en santé ne sera forte que si tout le monde y a contribué. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mon espace santé va s'appuyer sur le dossier médical partagé. Et donc l'un des enjeux majeurs de l'année 2021 et l'année 2022, c'est de progresser dans l'alimentation de ce dossier médical partagé. 2 projets vont venir progressivement dans la vie quotidienne des Français. C'est la e-prescription d'abord, la dématérialisation du circuit de l'ordonnance entre les médecins et les pharmaciens, et également entre les médecins, les infirmières, les masseurs-kinés, les biologistes. Ça va changer en profondeur les relations. On va passer progressivement d'une logique de papier à une logique dématérialisée. Une autre petite révolution qui va progressivement s'enclencher à compter de 2022, c'est la dématérialisation de la carte vitale. On va pouvoir la mettre sur son smartphone, qui va là encore simplifier la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Le Health Data Hub est une des 3 plateformes nationales du numérique en santé. Il a été créé il y a un peu plus d'1 an. Il doit permettre aux porteurs de projets innovants d'accéder à des données non nominatives via une plateforme technologique extrêmement sécurisée. Donc les données pourront y être croisées et analysées dans le respect du droit des citoyens pour conduire des projets qui visent à améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. Bien sûr, la recherche en santé en France n'a pas attendu le Health Data Hub pour se faire, mais notre offre de valeur consiste à accélérer et à multiplier des projets à fort potentiel. La Direction générale de l'offre de soins, dans le cadre de la feuille de route, pilote 4 actions. Une action qui s'appelle e-parcours. Elle permet d'offrir un bouquet de services numériques pour les professionnels qui interviennent auprès de patients complexes. La deuxième action s'appelle Open. C'est un programme de soutien des établissements de santé pour moderniser et sécuriser leur système d'information. La troisième action, c'est la certification des systèmes d'information hospitaliers. Et la dernière, enfin, c'est le soutien au développement de la télémédecine et du télésoin. En France, le numérique se construit aussi avec le médico-social. Notre objectif, un dossier usager informatisé pour chaque personne, âgée ou handicapée, accompagnée à domicile ou en établissement. Un dossier 100% accessible, dont chaque usager aura la maîtrise. Un dossier 100% sécurisé pour garantir la confidentialité de ses données. Un dossier 100% communicant pour faciliter la coordination des professionnels de son parcours. Nous testons dès à présent les outils du programme ESMS numérique au travers d'une phase d'amorçage. Gestionnaires, professionnels, éditeurs, agences régionales de santé, conseils départementaux, nous comptons sur votre mobilisation. Alors vraiment, du fond du cœur,
J'ai envie de remercier tous ces agents publics, tous ces professionnels de santé, tous ces établissements, ces start-up, les associations de patients, les industriels, qui chaque jour sur le terrain, et souvent dans l'ombre d'ailleurs, font avancer ces sujets et en fait font progresser notre pays. Tout ne sera pas parfait, mi-2022, à la fin de cette feuille de route, il y aura encore beaucoup de travail. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après cette feuille de route. On est clairement en train d'écrire collectivement une page de l'histoire de la santé en France. En fait, pour conclure, je dirais que depuis 15 ans, la France est en milieu de peloton, je dirais, en matière de e-santé en Europe, mais je suis sûr que d'ici 2-3 ans, on sera maillot jaune. Bien, donc après ces 2 premiers films, comme prévu, on va juste vous passer quelques éléments complémentaires avant d'arriver très rapidement sur la séquence Mon espace santé. Donc, vous pouvez vraiment commencer à préparer vos questions et si possible, dans l'onglet questions qui est juste à côté de l'espace chat. Donc, l'INS bien identifié, bien soigné, l'identité nationale de santé. On en reparle ici et vous allez vite comprendre pourquoi au travers de son utilisation dans le cadre de Mon espace santé. Les messageries sécurisées de santé, bien évidemment, pour pouvoir utiliser en tant que professionnel de santé la messagerie MS Santé et avoir des liens avec son patient, il va falloir passer par l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé. On a plusieurs travaux en cours avec notamment l'extension au secteur du médico-social qui a fait l'objet de pilotes dans 13 régions. Et puis, vous le voyez, des chiffres qui augmentent constamment avec plus de 7 millions de mails échangés en ce début d'année. Donc là, on a encore franchi un cap cet été. Et puis le dossier médical partagé, là encore, je ne spoile pas, mais voilà, des informations à vous transmettre sur le rôle de ce DMP au travers de Mon espace santé. Et puis, plusieurs programmes d'investissement numérique qui montrent voilà, qu'on a vraiment un levier et un moteur qui est enclenché pour augmenter l'équipement et les usages, avec le programme Open qui concerne actuellement 1440 établissements qui ont été retenus dans le programme, et puis de nombreux projets accompagnés. La certification des établissements avec Mathurin H depuis janvier 2022 à venir, et puis le e-parcours, où là, vraiment, l'ambition s'accentue sur les projets territoriaux. Le Ségur numérique, accélérer la feuille de route. Donc, je pense que vous avez tous vu l'actualité et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire au webinaire Ségur qui sont programmés par l'ANS pour bien comprendre les dossiers de spécification et de référencement liés aux différents couloirs que vous voyez ici, médico-social, hôpital, biologie, radiologie et médecine de ville. 2 milliards d'euros pour renforcer le numérique dans la santé, notamment avec 600 millions dédiés au secteur du médico-social. Donc, c'est vraiment une énorme ambition et on est tous embarqués pour cette réussite collective. Et puis France Relance, donc là aussi l'idée d'accélérer, de renforcer la position de la France comme leader mondial en santé numérique. Donc très rapidement, pour voilà, nous amener à ce qui vous intéresse le plus, on va bientôt passer à Mon espace santé. Je regarde s'il y a quelques questions. Donc je vois qu'il y a une première question que je prends maintenant de Monsieur Milcan. Quels sont les objectifs attendus de la consultation publique sur les modalités et critères de référencement des services santé, alors qu'un décret présentant ces modalités notamment a été publié quelques jours après le lancement de la consultation? Alors, j'espère que je comprends bien votre question, sinon vous me la repréciserez dans l'espace questions. Je me demande si donc vous faites le lien entre le processus de référencement au catalogue d'application de Mon espace santé qui est en concertation jusqu'au 19 septembre versus la partie référencement à l'équipement qui concerne le Ségur. Si c'est ça, les deux sont bien décorrélés. On a bien le référencement
pour la partie financement à l'équipement du Ségur qui concerne les industriels qui vont candidater à l'ANS dans l'espace dédié à cet effet. On pourra s'en reparler si d'autres ont des questions pour être référencés. Et la partie catalogue de services de Mon Espace Santé, où là, c'est un autre processus totalement indépendant et pas en lien avec la partie financement Ségur. Je vais regarder si dans l'espace questions, on a déjà des questions ou si on passe à Mon Espace Santé. Alors, ce que je vous propose, comme je vois qu'après, c'est vraiment lié à Mon Espace Santé, je vous propose qu'on passe le petit film sur Mon Espace Santé. Anne va vous dérouler quelques éléments. Et puis après, c'est promis, on passe tout notre temps à répondre à vos questions. À tout de suite. Toute cette feuille de route, vous l'avez vu, qu'on porte avec enthousiasme, énergie et détermination, elle est d'abord faite évidemment pour le citoyen lui-même. Et donc pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé pour que chaque personne puisse être acteur de sa santé au travers du numérique en gérant ses données de santé, pour la prévention, pour organiser son parcours de soins, pour faire de la télémédecine. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi une messagerie sécurisée entre les assurés et les professionnels de santé. C'est un agenda partagé de santé et c'est un catalogue d'applications référencées. C'est donc tout un écosystème qu'on veut construire autour de Mon Espace Santé. C'est un projet ambitieux. Le ministère des Solidarités et de la Santé en a confié la réalisation à l'assurance maladie. J'en fais donc une priorité, avec un point de vigilance, un souci permanent, accompagner nos assurés les plus précaires pour qu'eux aussi ils s'emparent de Mon Espace Santé. Avec la création de Mon Espace Santé, mettant le patient au cœur du dispositif, en lui permettant d'être un véritable acteur de sa santé, tout autant que de l'ensemble du système, la stratégie numérique en santé donne un nouvel élan à la démocratie sanitaire. Créer du lien pour que chaque usager de la santé se sente soutenu et accompagné. Rapprocher et faire participer tous les acteurs pour plus d'humanisme, afin qu'aucun citoyen ne soit laissé de côté. C'est l'éthique que nous portons au sein de la stratégie du numérique en santé. Et c'est aussi pour ça qu'il nous tient à cœur de donner la parole aux usagers, aux citoyens, pour construire Mon Espace Santé, mais aussi pour toutes les actions de la feuille de route. Depuis 2019, on met en place des ateliers citoyens qui nous permettent de poser des questions aux usagers sur leurs usages du numérique en santé, faire en sorte que Mon Espace Santé s'inscrive dans ces usages. On a aussi mené une enquête l'été dernier auprès de plus de 2000 personnes et qui nous a permis de savoir qu'en fait, 8 personnes sur 10 étaient prêtes à utiliser Mon Espace Santé. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Et en 2021, pour encore plus appliquer la démocratie sanitaire aux enjeux du numérique, nous allons lancer un comité citoyen d'une forme nouvelle, en associant des usagers tirés au sort, mais aussi des associations de patients. Il participera à la construction de Mon Espace Santé et de ses différentes fonctionnalités. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de Mon Espace Santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins. Pour illustrer les nombreuses possibilités offertes par Mon Espace Santé, prenons un exemple. Celui d'une patiente diabétique qui a une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à Mon Espace Santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. Pour y trouver les résultats de son bilan de diabète,
il lui suffit de demander à son diabétologue qui lui transmettra ces informations grâce à la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Elle pourra les déposer dans son dossier médical. Dans le cas d'ailleurs de son suivi de diabète, la patiente pourra intégrer automatiquement dans son dossier médical les informations de mesure de la glycémie prises par son lecteur de glycémie connecté, à condition que ce lecteur soit connecté à une application référencée dans le catalogue de services en santé de Mon Espace Santé. Il lui suffit alors juste de choisir l'application, de donner son accord pour le transfert d'informations. Elle peut également commencer à remplir son carnet de vaccination électronique que le médecin pourra aussi compléter si besoin. Ainsi, son nouveau médecin traitant disposera de toutes les informations nécessaires pour la prendre en charge. Bien plus que les informations médicales, Mon Espace Santé propose aussi des outils qui permettent d'organiser son parcours de santé. Grâce à Mon Espace Santé, elle aura automatiquement accès depuis un seul agenda sécurisé à tous les rendez-vous médicaux pris avec les différents professionnels de santé qui la prennent en charge. Dans un premier temps, Mon Espace Santé sera testé à l'été 2021 par la population de 3 départements, où chaque usager recevra alors un courriel ou un courrier personnel de l'assurance maladie lui expliquant comment activer Mon Espace Santé. Les retours de ces premiers utilisateurs nous permettront d'améliorer le produit avant sa généralisation à toute la population à partir de janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de Mon Espace Santé. Alors, pour réussir un projet aussi ambitieux, aussi important, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Évidemment, nous, pouvoir public, il faut qu'on définisse ce cadre interopérable, sécurisé, éthique, que Mon Espace Santé soit demain accessible à tous, mais il faut aussi que les industriels, d'une part, ils mettent leurs solutions en conformité, et puis d'autre part, ils créent des services numériques à valeur ajoutée métier qui soient innovants, que ce soit des start-upers, des grands groupes, des PME. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de Mon Espace Santé, se l'approprient, qu'ils aident leurs concitoyens à se l'approprier quand ils sont plus éloignés du numérique, pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est indispensable parce que si on échoue, d'autres le feront à notre place. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. Donc on n'y arrivera pas sans vous, on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. Donc, on va vous présenter maintenant Mon Espace Santé, la plateforme numérique citoyenne, de façon plus précise, puisque c'est ce qui vous intéresse essentiellement aujourd'hui. Donc, Mon Espace Santé, c'est construit pour et avec les usagers. C'est un service à destination des citoyens qui implique également les professionnels de santé. C'est un service co-construit avec l'ensemble de l'écosystème. C'est un service qui sera également une interface fluide entre les mobiles, tablettes et les ordinateurs. Mon Espace Santé, c'est 4 fonctionnalités. Le DMP, qui est bien connu de l'ensemble de l'écosystème, qui va basculer demain dans Mon Espace Santé et qui sera accessible aux professionnels de santé quand ils seront autorisés par l'usager. Une messagerie sécurisée également avec un format unique qui sera composé de l'INS du patient @patientmssanté.fr. Un agenda également avec la gestion des rendez-vous pris à venir et également ceux qui seront planifiés à l'avenir pour une prise en charge. Donc, tous les rendez-vous de prévention également seront inclus dans cette démarche. Et un catalogue d'applications utiles pour la santé qui seront référencés. Ce catalogue d'applications sera alimenté et enrichi au fil du temps et des référencements qui sont à venir.
Un petit rappel du contexte réglementaire. Donc, mon espace santé est basé sur la loi orientation et transformation du système de santé de juillet 2019 et en particulier l'article 44 qui prévoit son arrivée au 1er janvier 2022. Ses grands principes et fonctionnements également, qui instaure donc la création automatique, le principe d'opt-out pour mon espace santé, sauf opposition bien sûr de la personne, et des décrets d'application qui doivent être pris par le Conseil d'État après avis de la CNIL. Pour le catalogue de services numériques référencés dans l'espace de santé, la loi définit le type de service, donc vous avez la présentation ici, donc pour fluidifier le parcours de soins et le parcours de prise en charge du patient, de l'usager, du citoyen, puisque nous pouvons également être nous concernés demain et nous le serons également, et les conditions d'accès aux données du patient qui sont elles aussi réglementées et spécifiées dans ce texte réglementaire. Le contrôle de l'accès aux données de santé est à la main et uniquement à la main du citoyen. Donc, le dossier médical partagé ne sera accessible que si le citoyen en donne l'autorisation à un professionnel qui sera accrédité. Il sera aussi possible pour le citoyen de bloquer l'accès au professionnel et les accès seront bien sûr tous tracés. Le catalogue de services, donc l'usager, l'utilisateur, en respect avec la RGPD, bien sûr, pourra donner des accès à ces diagnostics, à la prévention, aux soins, qui seront toutes les informations contenues à ce niveau-là. Et pour mon espace santé, le citoyen a également la possibilité de donner un accès à l'aide d'un code à un professionnel et sur une durée prévue et délimitée par le citoyen. Le processus de création automatique, sauf opposition, donc le opt-out, toujours en lien avec la loi OTSS, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, est une création automatique dans mon espace santé qui fait l'objet, en fait, dans un délai de 1 mois et 10 jours, d'une possibilité d'opposition de la création de cet espace de la part du citoyen. Donc, pour les premières phases de lancement, il y a une phase de test qui a été lancée auprès de 3 départements pilotes, qui sont la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme. Il y a 4 millions de personnes qui ont été notifiées. Tous sont des assurés, bien sûr, de ces départements. Les 2 fonctionnalités qui ont en premier lieu été testées depuis le mois dernier sont la messagerie sécurisée et le nouveau dossier médical. À partir de janvier 2022, ce sera accessible à l'ensemble des citoyens, soit par le site monespacesanté.fr, soit automatiquement par les notifications qui seront soit papier, soit informatisées, qui seront envoyées à chacun d'entre nous. Donc là, vous avez la description de la phase pilote, comme je vous l'ai dit, de janvier à juin, les premières étapes. Au mois de juillet, les 3 départements ont lancé l'expérimentation avec le DMP et la messagerie, avec plus de 4 millions de notifications. Au mois d'août, une création automatique a été lancée de mon espace santé pour ces 3 départements pilotes. Et à compter de janvier 2022, la généralisation qui inclura, elle, en plus, l'agenda et le store avec une lancée des créations automatiques à partir du 12 février jusqu'au 21 avril 2022. Donc, c'est une démarche au long cours qui ne se fait donc pas à un instant T, à un instant précis. Donc, mon espace santé sera vide au départ, à l'exception bien sûr des DMP qui seront automatiquement basculés dans mon espace santé s'ils sont autorisés par le citoyen. Le citoyen a un rôle actif dans la création de mon espace santé puisque dans un premier temps, il va devoir l'alimenter, en particulier sur son profil médical, renseigner certaines informations pour qu'il n'ait pas à les répéter et à les retransmettre à chaque professionnel. Il y a également, dans le contexte actuel, l'intégration de SIDEP et de vaccins Covid-19 avec toutes les informations qui seront basculées à la fois sur les résultats des tests PCR et les certificats de vaccination seront basculés également dans mon espace santé. Et les professionnels de santé, eux, vont bénéficier de crédits du Ségur
de la santé qui va financer l'évolution des logiciels professionnels à venir. Et ça, c'est ce qui sera exposé plus tard dans notre. Donc la mobilisation, bien sûr, autour de mon espace santé, elle est collective en premier lieu grâce à l'État et à l'assurance maladie qui co-construisent le service et mettent en place les conditions de sécurité et de souveraineté de la plateforme. Les industriels qui contribuent également au développement de mon espace santé, les professionnels de santé et bien sûr le citoyen qui est tout en haut de la pyramide. Anne va maintenant vous présenter le modèle format application téléphone mobile. Merci Anne. Donc avant de pouvoir prendre vos questions, je reviens rapidement sur quelques captures d'écran là qu'on a pu voir dans le film. En effet, ça vous donne une vision rapide. Alors peut-être pas tout à fait celle que vous verrez en direct. Hein. Il y a encore quelques petites évolutions, mais voilà un petit peu dans l'idée à quoi ça va ressembler. Donc, avec les différentes fonctionnalités qui permettent au patient de compléter son profil médical, antécédents, l'état actuel de santé, ses vaccinations, les directives anticipées. Et ce profil qui va être alimenté au fil de l'eau par le patient, celui-ci va pouvoir l'éditer et ou l'envoyer via sa messagerie citoyenne aux professionnels de santé de son choix. Donc, vous voyez un petit peu l'ensemble des possibilités de classement ici de documents. Le patient va pouvoir classer lui-même des documents qu'il va recevoir, par exemple, via sa messagerie citoyenne. Il va pouvoir évidemment avoir accès donc aux messages envoyés par les professionnels, répondre, classer, etc. Donc évidemment, à chaque fois, il reçoit une notification. Vraiment, on est dans le cas d'une messagerie, des fonctionnalités d'une messagerie type. Et puis, le fameux store ou catalogue de services qui va lui permettre d'accéder aux applications référencées, notamment dans le cadre de certaines prises en charge de pathologies. Ici, dans l'exemple, le diabète. Et ces données, à terme, il pourra les partager également avec un professionnel de santé de son choix. Donc ici, on voit bien les possibilités pour le patient de partager tout ou partie de mon espace santé. Donc là, on voit, c'est encore marqué ENS. Maintenant, on parle bien de MES, mon espace santé. Donc, je vais pouvoir, en tant que patient, pour une durée limitée, envoyer un code. Ici, vous voyez, par exemple, à un professionnel pour lui dire, voilà, je vous autorise à accéder, par exemple, à mon dossier médical, mais pas à mon agenda, pour une durée de 2 heures, voilà, par exemple. Donc maintenant, le meilleur pour la fin, on va prendre vos questions. Donc je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Je vais remonter le fil. Donc n'hésitez pas à les poser dans l'espace questions. On ira faire un rapide tour dans le chat si quelqu'un y a mis une question. Mais principalement, on va se concentrer sur l'onglet questions. Donc je vois Sylvie qui nous pose la question. Bonjour, pourquoi faire un dossier dédié au médico-social au lieu de tout regrouper dans mon espace santé? Est-ce que les données de la médecine du travail vont être intégrées? Alors, plusieurs informations. Donc, mon espace santé, c'est en effet un espace où le patient va retrouver à la fois son dossier médical, donc on va en reparler parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions sur le DMP. Donc, pour ceux qui avaient un DMP créé, ils sont récupérés automatiquement dans le cadre de la création des Mon Espace Santé. Par contre, c'est bien décorrélé du fait d'avoir un dossier médico-social. Ça n'empêchera pas le patient de collecter des informations, des documents liés à sa prise en charge dans le cadre du médico-social. Mais c'est bien deux choses différentes. De même que les hôpitaux continuent à avoir un dossier patient informatisé, le secteur du médico-social a son dossier usager. Et quant à l'intégration des données de la médecine du travail, alors on n'a pas cette information pour l'instant. Il faut savoir aussi que là, en effet, comme l'a dit Anne, on lance la phase pilote, donc il va y avoir aussi des évolutions au fil de l'eau. On peut tout à fait imaginer que le patient et le médecin du travail
puisse avoir des échanges. Là, au niveau de la phase pilote, je ne l'ai pas identifié dans les cas d'usage, mais peut-être que c'est un cas d'usage qui va être testé au cours de cette phase pilote. Et sinon, je pense qu'il y aura des informations et des communications régulières et que le service va évoluer au cours de la phase de généralisation en janvier 2022. Comme le demandait Camille, Elodie vous a mis dans l'espace questions les vidéos que vous pouvez en effet retrouver sur YouTube. Et on vous dira également à la fin du webinaire comment récupérer l'ensemble des supports webinaires, vidéos, si vous-même, dans vos structures, au sein de vos associations, etc., vous souhaitez utiliser ces outils pour pouvoir partager sur mon espace santé avec des collaborateurs, etc., avec votre propre écosystème. Il y a une question de Nathalie sur la CPM. A-t-elle envoyé les courriers aux 3 départements pilotes où est-ce en cours? Donc, la réponse est oui. Ça a été envoyé à la CPM et à tous les assurés, bien sûr, qui sont enregistrés auprès de la CM. Et ces CPM, ils sont bien en cours au niveau des tests. Il y a déjà des retours avec des inscriptions et des adhésions à mon espace santé. On n'a pas aujourd'hui de chiffres très précis, mais en tout cas, il y a une certaine adhésion. Oui, tout à fait. Et comme le dit Anne, ces envois ils sont en cours parce qu'évidemment, ça concerne beaucoup d'usagers. En priorité, les envois ont été faits en Haute-Garonne. Et dans les jours qui viennent, voilà, il y a plusieurs envois évidemment en masse qui sont en cours. Et comme le dit Anne, ça prend plutôt bien. Donc, c'est positif pour cette phase pilote. La question de Jean-Charles, quelles informations seront transmises via messagerie sécurisée et lesquelles le seront via le DMP? Alors, via la messagerie sécurisée sont toutes les données de santé qui concernent le citoyen, l'usager, et toutes celles qui concernent les comptes rendus d'intervention, les comptes rendus de prise en charge, les comptes rendus de consultation, de radiologie également. Et dans le DMP, les bascules qui vont être faites sont les mêmes que celles qui sont connues aujourd'hui. Il n'y a pas de modification sur la structuration en propre du DMP dans mon espace santé. Les évolutions viendront au fur et à mesure. Voilà. Alors, si un service e-santé régional existe, est-il alors accessible nationalement du fait de son référencement, j'imagine, dans mon espace santé? Donc, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez trouver sur le site Participer en concertation le process de référencement au catalogue d'applications de mon espace santé. Donc, en effet, des solutions régionales, si elles sont dans le scope des applications du catalogue, alors elles peuvent candidater, faire le process de référencement. Et si donc ces applications sont référencées, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition à ce qu'elles soient utilisées par un usager d'une région ou d'une autre. Donc, mais par contre, il faudra en effet suivre ce process de référencement et je vous invite à participer à la concertation. Alors, la question de Nicolas, comment un usager pourra partager un CR d'examen s'il n'active pas son DMP? Donc, dans un premier temps, dans mon espace santé, le professionnel de santé va adresser le compte-rendu d'examen à l'usager, donc avec l'adresse de l'usager. Donc, il pourra l'identifier, le numéro d'INS apparaîtra puisqu'il aura identifié l'usager à qui il s'adresse et il va le recevoir sous le format d'un mail via la messagerie sécurisée et il pourra le transmettre à un professionnel qui sera identifié, qui lui aura écrit. Il faut d'abord que le professionnel contacte l'usager pour que celui-ci puisse lui renvoyer les informations qui sont nécessaires pour sa prise en charge. J'espère avoir répondu à la question. Je pense, moi, j'ai tout compris. Oui, mais nous, on est dedans, donc c'est pas forcément... Alors, ok, Camille nous pose plein de questions. Alors, oui, alors, concernant DMP, allez-vous demander aux patients son consentement pour que toutes les données de santé soient publiées et partagées avec l'ensemble des professionnels de santé de son parcours de soins? Donc là, en fait, Camille, comme on l'a présenté tout à l'heure, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que c'est l'usager, c'est donc le patient qui va donner, lui, les accès aux professionnels de santé qu'il aura définis.
soit dans un temps donné avec le code qui leur a été fourni. Donc, il y a une vraie contribution aujourd'hui de l'usager dans sa prise en charge. Le DMP ne sera pas forcément accessible à tous puisqu'il sera accessible uniquement aux professionnels que l'usager aura identifiés et autorisés à aller consulter certains éléments dans le DMP. Ce qui est le cas déjà aujourd'hui, hein, tout le monde n'a pas accès à la consultation ou à l'alimentation du DMP. Un patient qui a donné une information médicale à un médecin généraliste ne souhaitera pas forcément que cette information soit partagée avec d'autres professionnels. Ce n'est pas une plateforme d'échange, mon espace santé, entre professionnels. C'est vraiment l'usager qui choisit. Là, je réponds également à la deuxième question de Camille. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Regarde, Stéphane Vidal, la carte vitale devra-t-elle être mise à jour pour recevoir l'INS? Ça, je ne sais pas. Par contre, où ce dernier ne sera disponible par le professionnel de santé uniquement via un téléservice dans son logiciel métier. Donc, il faut en effet que le logiciel du professionnel de santé appelle le téléservice INSIR. Et puis sinon, pour information, ayez bien en tête que sur mon espace santé, l'usager va avoir une information bien mise en avant qui lui indique la constitution de son adresse. Comme vous l'a dit Anne tout à l'heure, ins@patient.mssanté.fr. Donc, il pourra, au cours de ces échanges avec les professionnels de santé avec lesquels il souhaite échanger, partager cette adresse si jamais il y a un problème d'accès à l'INS pour le professionnel en question. Mais c'est en effet un enjeu que de cette récupération d'INS pour la constitution des adresses et le démarrage des usages. Une question de Jean-Christophe. Étant donné que son DMP est obligatoire sauf refus de sa part et qu'on oblige de plus en plus les centres hospitaliers à alimenter le DMP, doit-on toujours demander au patient l'autorisation d'alimenter son DMP? Alors, en général, si il est créé et qu'il est identifié, l'alimentation se fait souvent automatiquement. Donc, les autorisations, et elles sont en lien également avec la loi RGPD. Donc, on est toujours sur les mêmes principes de demande d'autorisation et d'accessibilité des données de santé que l'on fait pour un patient qui vient en établissement de santé. Ce sont des procédures internes qui sont à mettre en place au sein des structures hospitalières. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ouais, j'ajouterais même que dans la partie on oblige, je dirais en effet qu'il y a une forte incitation et que si vous êtes dans une structure et que vous consultez en effet le programme SUN-S, l'extension d'Open et du financement à l'usage, on vous invite en effet fortement dans les enjeux à alimenter le DMP et à échanger via la messagerie sécurisée de santé. Alors, Lucie, si un patient utilise déjà un espace santé pour échanger des documents ou mails avec son médecin traitant, y aura-t-il des API pour transmettre les données pour enrichir mon espace santé? Donc là, je pense, vous m'arrêtez Lucie, si je me trompe, qu'on est dans la position où, par exemple, le patient utilise le portail que sa structure préférée a mis en place pour sa préadmission, etc. Donc là, c'est typiquement le cas du référencement au catalogue d'applications. Donc, il va falloir, et c'est prévu en effet, que les éditeurs passent par ce process de référencement. Donc, on imagine justement dans les cas d'usage, par exemple, l'utilisation de portail patient pour la préadmission, auquel cas, vous allez pouvoir évidemment naviguer entre cette application que vous aurez téléchargée et votre dossier médical, vos documents, pour les partager avec justement le portail de la structure et vous-même récupérer des informations si vous le souhaitez. Et des API pourront en effet être envisagées. Là encore, ça va être assez évolutif pour amener de l'intelligence et notamment, je pense aussi à terme à la récupération de données quand on va être sur des applications à mesure de constante, par exemple. Alors, on a une question de Toine. Avez-vous prévu une campagne de communication massive et très pédagogique au vu de l'expérience de la période Covid où on voit beaucoup de méfiance sur tous anti-Covid et passe sanitaire, etc., etc.
Alors, Toine, la différence, c'est que là, mon espace santé, c'est vraiment quelque chose d'individuel sur lequel on a entièrement la main et on ne fait pas de partage à la condition que l'on fasse le choix de ce partage. On a la liberté de ne pas créer mon espace santé avec des deadlines de 1 mois et 10 jours de rétractation où on peut confirmer son opposition à la création de mon espace santé. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de création. La différence avec Tous Anti-Covid, c'est que là, il y a cette notion de partage et cet élargissement, entre guillemets, à d'autres types de professionnels ou de gens qui ne sont pas dans le contexte de prise en charge médicale ou paramédicale. Là, on est vraiment sur un contexte clos, un espace clos où tout le monde n'a pas accès et où chaque utilisateur va donner les droits. La campagne de communication, elle est surtout portée par l'assurance maladie à ce niveau-là et elle est en effet prévue. Après, très pédagogique, ça restera essentiellement du ressentir, mais c'est en bonne voie. Oui, tout à fait. Bah, la phase pilote, c'est vraiment l'objectif des pilotes des 3 départements, Haute-Garonne, Loire-Atlantique et Somme, de dégager les cas d'usage et justement de préparer cette campagne de communication pour la généralisation. Et puis c'est aussi le type d'exercice qu'on fait aujourd'hui avec Anne, de pouvoir échanger avec vous pour justement essayer de capter les interrogations et d'y répondre au mieux. Alors, on a une question de Christophe également. Bonjour, pouvez-vous donner plus de détails sur le lien entre l'ENS et la e-prescription et le rôle de l'application ENS dans le déploiement de la e-prescription dans la chaîne prescripteur-patient-pharmacien? Point d'interrogation. J'aime beaucoup. Là, en tout cas, ce qu'on peut vous répondre, c'est que oui, il va y avoir un lien. Quand, on ne sait pas vous le dire, mais c'est évidemment dans les tuyaux de l'assurance maladie qu'il y a un lien entre mon espace santé. Je le redis, ENS, c'est plus d'équerre, mais c'est normal, faut le temps que ça vienne. Donc, mon espace santé et la e-prescription, bien sûr, il y aura un lien avec le circuit de démat des ordonnances. Pas certaine que ce soit déjà effectif à janvier 2022 au moment de la généralisation, mais c'est dans les tuyaux. Voilà, on est en phase d'expérimentation par rapport à la e-prescription sur certains territoires. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de désignation de pharmacien référent, comme ça peut être le cas pour les médecins. Donc, l'accès sera à la condition, bien sûr, que les pharmaciens qui ont MS Santé puissent s'identifier et puissent, avec l'usager avec lequel ils échangent régulièrement, avoir une identification dans cet espace qui est clos, MS Santé, pour rappel, est un espace clos où, pour pouvoir communiquer et échanger, il faut être dans cet espace clos d'MS Santé. Donc, si le pharmacien est enregistré, ce qui est le cas pour beaucoup, le patient maintenant aura une adresse mail, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera constituée de son INS et de patient-mssanté.fr, pourra échanger avec le pharmacien qui l'aura identifié. Voilà. Est-il prévu un accès DPS en brise classe urgence? Pas bien compris la question. Je pense que c'est dans le cas où un patient arrive aux urgences, il n'est pas connu, etc., il est dans l'incapacité de s'exprimer. Est-ce qu'on peut accéder aux informations pour savoir, je ne sais pas, ses traitements en cours, ses antécédents, etc. Je ne sais pas. Déjà, en plus, il faudrait être sûr, parce qu'on ne sait jamais forcément dans ce cadre-là si le patient a bien activé mon espace santé, ou s'il a exercé son droit d'opposition, auquel cas, de toute façon, pas de bras, pas de chocolat, j'ai envie de dire. Et puis, s'il avait un DMP, il y a déjà pour beaucoup de structures l'accès au DMP, au web DMP des praticiens qui restent valables. Donc, je pense que là, c'est pas prévu comme ça de fait, mais ça sera au cas par cas. En tout cas, on n'a pas cette information à ce jour. Si le patient a déjà complété son DMP, est-ce que ces informations remonteront directement dans mon espace santé? Donc, oui, tous les DMP, toutes les informations qui étaient déjà dans les DMP historiquement créés sont récupérées. Les remboursements de soins du régime obligatoire vont-ils apparaître dans mon espace santé? Raison d'être d'Amélie, après la mise en place de mon espace santé.
Alors, il n'est pas prévu, en tout cas, on n'a pas cette information et pas aux dernières discussions qu'on a pu avoir lundi avec l'assurance maladie, de supprimer Amélie au profit de mon espace santé. Donc, je pense que pour l'instant, l'ensemble reste, chacun reste sur, j'ai envie de dire, son périmètre. Mais là encore, certainement que la porte n'est pas fermée et que dans les années qui viennent, il est tout à fait possible que les choses évoluent. Alors, la question de Christelle, je croyais que les échanges via la messagerie citoyenne étaient seulement à l'initiative du PS pour éviter les sollicitations. Eh bien non, Christelle, vous ne vous trompez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le PS qui rentre en contact avec l'usager. La petite nouveauté dans mon espace santé qui va donc être en phase d'expérimentation, qui est en phase d'expérimentation à partir de septembre, c'est que l'INS sera automatiquement présent, l'adresse en fait d'identification, mail d'identification de l'usager sera présente pour le professionnel de santé et c'est lui qui sera à l'initiative de la prise de relation. Mais une fois que cette prise de relation sera faite, le citoyen pourra lui répondre. Alors exactement, et pour compléter ce que vous dit Anne, c'est exactement ce qu'on s'est dit, que le praticien il est à l'initiative du premier échange, ensuite le patient peut répondre, et par rapport à votre inquiétude des nombreuses sollicitations, sachez que dans les conditions générales d'utilisation de mon espace santé, il est bien précisé, alors je ne vous redonne pas, je ne la connais pas par cœur, la phrase exacte, mais qu'en gros, si le praticien reçoit un message à 2 heures du matin et qu'il est en train de dormir, personne ne lui en tiendra rigueur. Voilà, pour faire court, il ne va pas engager sa responsabilité parce qu'il n'était pas à 2 heures du matin devant son PC. M'étonne. Voilà. Alors, on a une question. Quelles sont les démarches de Sylvie, quelles sont les démarches à suivre pour proposer un outil en référencement dans le catalogue de services? Donc, il y a voilà, il faut passer par le process de référencement. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, il est en concertation. Je vous mets le petit lien vers la concertation, comme ça vous pourrez voir quel est le process prévu. Vous pouvez contribuer, c'est jusqu'au 19 septembre. Et du coup, après, d'ici quelques semaines, vous pourrez commencer à candidater sur le process de référencement. J'essaie de vous mettre ça dans... Voilà, c'est parti. Voilà, je vais vous lien. Voilà. Donc, Maïtena, lors de l'expérimentation de mon espace santé, sur les 4 millions de personnes notifiées, quel pourcentage se sont connectés à leur espace santé numérique? Eh ben, pour l'instant, on n'a pas de chiffre exact. Et d'ailleurs, on n'a pas de chiffre précis par rapport à ça. Ouais, non, c'est trop tôt. Par contre, soyez sûr que si, et pour l'instant, en tout cas, les quelques sons de cloche sont plutôt positifs, mais je pense qu'il y aura des communications rapidement pour montrer justement l'évolution rapide des activations. Mais là, c'est un petit peu tôt parce que ça a commencé ce début de semaine. Donc, c'est très tôt. Une question de Jeanne. Peut-on avoir une visibilité du catalogue d'applications accessible par mon espace santé? Donc, il y a eu une publication qui a été faite sur les applications qui sont en phase de test actuellement. Elles sont au nombre de 30 et je crois que Anne, tu as un lien sur ça. Je vous mets le lien. Alors, sachant que cette liste... c'est la liste des applications qui, en effet, ont testé le process. C'est ce qui a permis justement d'établir le process qui est en concertation. Par contre, ça ne veut pas dire que dès l'ouverture du catalogue, toutes ces applications seront référencées. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura que celles-là. C'est-à-dire que certaines vont avoir passé le cap, vont avoir eu envie d'aller jusqu'au bout. Elles seront référencées. Vous allez les trouver dès l'ouverture de la fonctionnalité en janvier 2022. Mais c'est évidemment un process qui va être au fil de l'eau, donc il pourra y avoir de nouvelles applications, et puis ça sera ouvert, ça sera vivant, j'ai envie de dire, comme un store classique. Donc Gérard, pour votre question sur les expérimentations en cours, du coup je pense qu'on vous a répondu. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de retour, c'est trop frais. Donc, je vais passer à la question d'Aurélie. Actuellement, il n'est pas possible d'ouvrir de nouveaux DMP. Quand sera-t-il possible? Les nouveaux DMP s'ouvriront-ils directement en ouvrant mon espace santé? Eh bien oui. Actuellement, donc il y a une suspension, on ne peut pas rouvrir à partir pour les départements pilotes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité de les réouvrir
dans la période de phase actuelle. Par contre, pour le reste du territoire, ce sera à partir de janvier 2022, automatiquement, après envoi des notifications, et ce sera ouvert automatiquement à l'acceptation de mon espace santé. C'est ça, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les structures, puisqu'en effet, vous n'avez plus, si j'ose dire, à penser, à demander la création des DMP, puisque le processus d'opt-out fait que justement le dossier médical, puisqu'on l'appellera plutôt comme ça maintenant, sera créé automatiquement, simultanément à mon espace santé. Ça fait partie intégrante. Et comme l'a dit Anne, depuis juillet, il n'y a plus de création DMP pure, si j'ose dire, possible sur l'ensemble du territoire. Alors, une question de Lucas avec Doctolib, qui en effet s'est bien élargi dans ses missions par rapport à la crise sanitaire. Quel est votre positionnement par rapport à Doctolib? Alors, Doctolib, aujourd'hui, n'a pas forcément, recours à une messagerie sécurisée. C'est là le gap, en fait, de la transmission d'informations. Voilà. Mais en effet, sur le principe, ça se rejoint. Et par contre, si vous regardez dans le lien que je vous ai envoyé, Doctolib a participé à l'expérimentation pour le process de référencement au catalogue de services. Donc évidemment, c'est un acteur majeur, notamment dans la prise de rendez-vous en ligne et du coup sur l'application Agenda en tant qu'usager. Vous aurez certainement la possibilité de synchroniser votre agenda Doctolib avec votre agenda Mon Espace Santé. Mais Doctolib, ce n'est pas Mon Espace Santé pour faire court. Non, il n'y a pas de bascule de DMP dedans et les documents qui sont envoyés, comme je vous l'ai dit, ne passent pas aujourd'hui par messagerie sécurisée. Le fait qu'ils passent par l'expérimentation va peut-être leur permettre d'apporter ce gap-là dans leur activité. Pour la prochaine, j'ai remis le lien. C'était la question de Sylvie, c'était encore sur le process de référencement. Donc, j'ai remis le lien des fois que. Alors, Arnaud, pour la réponse, comment un PS peut écrire à un patient? Une fois que quand le PS va envoyer un mail à un patient, il l'identifie avec son INS et il aura l'adresse automatiquement qui va apparaître. Et ça, dès septembre, pour ceux qui sont en phase d'expérimentation. Et la messagerie, elle est sécurisée à la fois pour le patient et à la fois pour le professionnel de santé, avec toutes les règles d'autorisation, d'accès ou non qui seront données par le patient. Bon, du coup, on en profite pour en remettre une couche qu'évidemment, pour les personnes habilitées à disposer d'une messagerie sécurisée MS Santé, c'est le moment ou jamais de faire la demande de création de votre boîte aux lettres, parce que si vous n'avez pas de messagerie sécurisée MS Santé, vous ne pourrez pas échanger avec la messagerie citoyenne du patient. Donc, on vous invite évidemment fortement à entrer dans le droit chemin. Donc, la question de Jean-Christophe, l'accès au DMP n'est donc plus comme actuellement, point d'interrogation, car on demande son consentement, mais on y accède sans intervention du patient particulière. En fait, si, Jean-Christophe, puisque le patient doit vous autoriser à avoir accès à son espace santé, sinon, non. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Existera-t-il une plateforme de formation test de Mon Espace Santé pour les CEPAM et autres institutions afin de se familiariser avec l'outil, etc. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de Mon Espace Santé test sur lequel vous pouvez en effet vous exercer, mais franchement, c'est très très simple. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'assurance maladie travaille justement à des outils de com, de pédagogie, à la fois pour l'externe et pour l'interne. Donc, je pense que des outils vont arriver pour les troupes de l'assurance maladie pour vous permettre de vous approprier Mon Espace Santé et les différentes fonctionnalités. Alors, y aura-t-il un lien entre Mon Espace Santé et le compte personnel d'Amélie ? De plus, la carte vitale dématérialisée sera-t-elle sur Mon Espace Santé? Eh bien, je ne sais pas. Moi, le compte personnel, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. La carte vitale dématérialisée, j'espère que ça serait pas bête. On est d'accord qu'il soit référencé quand même, tant qu'à faire. C'est ça. Mais elle est plus en format applicatif aujourd'hui et je pense que c'est mieux qu'elle soit en format applicatif parce que Mon Espace Santé, il faudrait l'ouvrir à chaque fois. Enfin, je ne sais pas ce qui a été prévu, mais voilà. C'est une bonne question, Bénédicte. On va la noter.
Alors, bonjour, la messagerie sécurisée MS Santé est-elle obligatoirement liée à mon espace santé et au DMP ou peut-elle être utilisée seule? Son utilisation sera-t-elle étendue aux métiers des collectivités territoriales ayant besoin de transférer des données de santé CPS obligatoires ou pas? Alors, la CPS, forcément, elle est obligatoire pour pouvoir prétendre à une messagerie sécurisée de santé. Ça peut être également une CPA, donc ce sont des cartes différentes, hein, puisque par exemple, un praticien qui a une secrétaire peut faire via TOPS la demande. Alors là, on rentre dans la partie technique de contractualisation et il peut faire la demande donc, de CPA pour sa secrétaire pour qu'elle puisse avoir un accès également et utiliser en fonction du type de balle qui aura été défini contractuellement avec l'AMS. Aujourd'hui, l'AMS Santé, c'est la messagerie sécurisée, ce sont des messageries sécurisées. Il y a des régionales, il y a également Mailis pour les libéraux. Donc, en fonction des professions éligibles, là, il y a des mises à jour qui ont été faites et des intégrations de profils qui ont été faites. Certains profils vont avoir. De là à dire que toutes les collectivités territoriales ou tous les profils qui ont aujourd'hui de la gestion ou en tout cas du transfert de données de santé vont être éligibles à l'AMS. C'est une bonne question. Ça correspond au profil identifié aujourd'hui réglementairement. Alors, Adoration, j'espère que je ne déforme pas votre nom. Aujourd'hui, les PS ont la MS Santé Inter-PS lors des échanges avec les assurés. Est-ce que ce sera la même messagerie ou une différente? Donc, si vous avez une messagerie sécurisée de santé, MS Santé, vous êtes bon, vous pouvez échanger avec votre patient. Ce n'est pas la peine d'aller chercher autre chose. C'est parfait. Restez comme vous êtes. C'est parfait. Le délai de 1 mois et 10 jours pour refuser l'espace de santé court à partir de quelle date, de quel événement? En fait, ça court à partir du moment où vous avez reçu la notification. Voilà, c'est la date qui est sur votre courrier. Il vous est précisé les modalités pour exercer votre droit d'opposition. Alors, Jean-Claude, actuellement, je n'ai rencontré aucun professionnel de santé qui alimente le DMP. Serait-il possible de les solliciter dès maintenant pour préparer 2022? Eh bien, en effet, il y a aujourd'hui des professionnels de santé qui n'alimentent pas le DMP. Tout dépend de l'accessibilité et de la sensibilisation, également des outils qu'ils ont à disposition. Mais en fait, ils ont la possibilité de le faire. Donc, s'il est possible de les solliciter, oui, les ordres professionnels font également l'information. Les CIS et les dames pour la CNAM font également les démarches auprès des professionnels libéraux, si ce sont essentiellement des libéraux auxquels vous faites allusion. Voilà. Serait-il possible d'intégrer mon espace santé dans d'autres applications? Si oui, c'est à travers une API ou autre. Alors là, mon espace santé, faut bien avoir en tête que c'est une interface patient. Ouais. Donc, il n'y a pas d'intégration à prévoir, en tout cas prévu à ma connaissance dans les outils métiers. Le plus important pour les professionnels des structures, c'est vraiment la récupération de l'INS pour la constitution des adresses. C'est ça qui va être essentiel après pour vous permettre d'ouvrir mon espace santé. En tout cas, on n'a pas cette information à ce jour. Je ne peux pas vous dire de bêtises à creuser, mais on n'a pas eu d'infos. Donc, la question de Laurent, chaque patient devra réaliser la manipulation sur son application pour autoriser son médecin traitant à accéder à son DMP. Eh bien oui. Voilà, la réponse est simple. La e-prescription remplacera-t-elle les interfaces entre logiciels de soins et établissements médico-sociaux et la solution robotique du pharmacien de ville? Aurélie, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, j'ai pas forcément vu, puisque je viens du terrain, hein, je suis professionnelle de santé, de logiciels, d'interfaces directes entre établissements et solutions robotiques du pharmacien. Alors, est-ce que c'est en structure? Parce que même si c'est pharmacie de ville, là aujourd'hui, je n'ai pas vu ça, mais peut-être que c'est une information que je n'ai pas eue. Mais en tout cas, la e-prescription, le but, c'est en effet que tout soit dématérialisé et que ça passe par des voies sécurisées pour ces échanges-là. Alors, Christophe, sur l'expérience, donc phase pilote MES, résultat courant 4e trimestre, donc oui, en effet, c'est bien le but. Hein. Là, c'est en effet tout frais, on démarre à peine.
On va travailler collectivement, ANS, Assurance Maladie, DNS, pour collecter les retours des départements pilotes. Et oui, il y aura des communications. Donc, d'ici la fin de l'année, c'est sûr qu'il y aura des informations, puisqu'il faut justement pouvoir informer l'ensemble du territoire pour préparer la généralisation à janvier 2022. Ça va arriver très vite. Alors, les PLS non encore retenus pour les 6 premiers couloirs du Ségur en phase 1, paramédico-dentistes pour alimenter le DNP-ENS janvier 2022. Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Par rapport les couloirs Ségur, ce sont des couloirs en effet sur des thématiques, il y a biologie, imagerie, médecine de ville, etc. Oui, vous voulez peut-être dire qu'il n'y a pas eu de couloir paramédical, dentiste, etc. Sur ces publics libéraux, j'ai presque envie de vous répondre que vous devriez quand même, je pense, bénéficier du Ségur, dans le sens où les éditeurs doivent justement se mettre en conformité par rapport aux exigences du Ségur s'ils veulent être référencés sur un certain nombre d'exigences qui dans la pratique, j'espère, auront des effets bénéfiques aussi pour vous, si ce sont des outils métiers que vous partagez aussi. Mais sinon, il n'y aura pas en effet il n'y a pas d'opposition à ce que notamment les sages-femmes, par exemple, alimentent le DNP et des liens via mon espace santé avec les parturientes qu'elles suivent, quoi. Donc, c'est la même chose pour les dentistes, hein. En fait, les sages-femmes, c'est une des 4 professions médicales, donc ça rentre dans les critères, et les dentistes, chirurgiens dentistes, de la même façon. Après, les paramédicaux, s'ils sont dotés d'une messagerie sécurisée, qu'elle soit à la fois solution régionale ou Mailise, s'ils sont en libéral, pourront alimenter en fait mon espace santé, et le patient aura la possibilité, si ce n'est pas une alimentation directe, de basculer dans mon DMP les éléments essentiels qu'il estime nécessaires à l'ensemble de sa prise en charge. Donc, normalement, même si ce n'est pas spécifiquement des profils cités, ils rentrent dans ces critères-là. Après, à creuser par rapport aux autorisations qui sont en cours. Alors, l'OBNA, on ne peut pas vous répondre, hein, en tant qu'ANS. On n'est pas en droit de faire la promotion de telle ou telle solution de téléconsultation. Donc, on ne peut pas vous conseiller sur ce terrain-là. Alors, Sylvie. Alors, la question de Sylvie, pour le patient, savoir qu'il y a aussi un dossier médico-social, un dossier BPI, un dossier médecine du travail, un dossier pharmaceutique, est-ce que ce n'est pas un frein à l'intérêt, vu que les données restent dispersées finalement? En fait, non. Alors, c'est beaucoup d'informations. Elles sont peut-être pas, nous, on le détaille. C'est-à-dire que, en fait, mon espace santé va permettre à ces outils qui existent de pouvoir alimenter l'information du patient. Bien sûr, c'est au regard des soignants qui sont autorisés à avoir accès à mon espace santé, à l'espace santé du citoyen. Elles sont pas forcément dispersées au final, puisqu'elles seront, le citoyen sera informé au fil de l'eau de ce qui le concerne lui, et il y aura justement une mutualisation de ces informations. Donc, l'intérêt de mon espace santé, c'est de lui donner une meilleure information. Alors, après, à chaque professionnel, de structurer aussi les échanges et du coup, de travailler collectivement pour ne pas noyer le patient ou son aidant, hein, ça peut être certains aidants aussi qui ont cet accès-là à toutes ces informations, qu'elles soient beaucoup plus fluides. En tout cas, sécurisées, ça c'est certain. Sylvie, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais voilà. Jean-Christophe, pour le complément d'info, donc c'est vrai qu'on l'a peut-être pas suffisamment précisé. L'accès au DMP par les praticiens, notamment tels qu'ils l'ont aujourd'hui via le web DMP,
Ça, en effet, ça ne change pas. C'est vrai, vous avez raison. Ils peuvent continuer à y accéder. Et d'ailleurs, l'ergonomie du DMP par cet intermédiaire reste le même. Et quand vous serez vous-même dans la position usagée, que vous verrez la partie dossier médical, donc en back-office, le DMP en tant que patient, là, vous verrez que ça se présente un tout petit peu différemment au niveau des catégories et que vous pourrez même, vous, en tant qu'usager, ajouter des catégories et là, à ce moment-là, avoir un rôle de je masque, par exemple, mes comptes rendus de bio parce que je ne veux pas qu'ils soient accessibles, etc. Mais l'accès tel qu'il existait WebDMP des praticiens reste valable, en tout cas, à ce jour. Une autre question de Sylvie. Le patient aura-t-il des recours si un PS ne veut pas alimenter l'espace santé? Non. Eh bien, non. Non, tout à fait. Donc, en fait, comme l'a dit Anne, il y a le RGPD qui court, il y a le droit d'opposition du patient, on doit le respecter. Donc, à partir du moment où le patient a fait valoir son droit d'opposition, on ne va pas aller lui envoyer des messages toutes les semaines pour le stimuler, même si on en a envie. Ça, c'est une chose. Et la question, je pense qu'elle tourne beaucoup plus sur le professionnel de santé qui ne veut pas alimenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que le patient, dans les modalités, donc techniquement, on vous a montré ce qu'on avait à vous montrer là aujourd'hui. Il y a des évolutions qui vont à venir. C'est une question qui a été posée. Il y aura la possibilité d'intégrer des documents s'ils sont scannés par le patient dans son espace santé. C'est-à-dire que si un professionnel ne veut pas alimenter directement, qu'il remet un document en fait en main propre au patient, le patient a la possibilité de l'implémenter dans mon espace santé. Voilà. C'est vrai qu'il y aura encore une fois, si on pense à Open ou aux différents programmes d'incitation en cours, ils sont justement là pour essayer de convaincre aussi les professionnels à y aller. Et puis du coup, aux usagers, c'est à nous tous en tant qu'usagers aussi de stimuler nos praticiens pour qu'on puisse échanger. Je vois qu'on a sauté une question d'Alina. À quoi va servir l'appel à candidature du store de mon espace santé? Et bien justement, c'est ce qu'on s'est dit plusieurs fois là au cours de la session, c'est à référencer les applications qui vont justement répondre aux critères de référencement et nourrir ce store autour d'applications du bien-être, de la téléconsultation, des rendez-vous, de suivi de certaines pathologies, etc. Alors, une question de Thomas. Bonjour, prévoyez-vous de donner un moyen d'accès au DMP en consultation pour les praticiens de ville autres que par l'intermédiaire de leur logiciel métier? Ou sera-t-il possible de transmettre un document présent sur son DMP à son praticien via la messagerie patient MS Santé? Alors, la consultation en praticien, c'est l'usager qui va, et le citoyen, c'est nous qui donnerons en fait le droit, comme on vous l'a montré, avec la création d'un code qui sera transmis aux professionnels avec un temps de consultation possible, qui donneront donc aux praticiens la possibilité d'aller consulter dans le DMP. Transmettre des documents présents dans le DMP du praticien via la messagerie, eh ben oui, la réponse est oui, ce sera possible. À condition qu'il soit identifié en fait par l'usager, autorisé, identifié, ou qu'il est écrit à l'usager, puisque c'est comme ça que l'usager aura accès à son professionnel et pas l'inverse. Notez bien que l'usager ne va pas chercher les professionnels, ce sont les professionnels qui écrivent à l'usager. À partir de quel âge l'ENS sera ouvert aux citoyens? Dès la naissance. Tous ceux qui sont assurés et qui ont un numéro Amélie. Donc évidemment, il y a des dispositifs prévus, puisqu'on se doute bien que dès la naissance, bébé ne va pas aller activer mon espace santé, mais via les habilitations, les délégations, évidemment, les ayants droit, les parents pourront gérer mon espace santé de leurs petits. Quels sont les premiers services enrôlés dans le catalogue? On ne sait pas encore. Voilà. C'est en concertation, surprise. Pour le processus de référencement, est-ce qu'il y aura des temps dédiés type appel à projet où la proposition de service sera possible à tout moment? C'est au fil de l'eau. À partir du moment où le process il a passé la concertation et qu'il est publié, vous pouvez du coup passer par ce process, être référencé de façon fluide.
Alors Romain, on a répondu au fil de l'eau à votre question qui était de savoir s'il y aura un annuaire des professionnels de santé dans l'espace santé. Donc non, dans le sens où ce sont les professionnels de santé qui vont écrire aux citoyens. Donc il n'y a pas d'annuaire de professionnels de santé, on ne peut pas leur écrire. Sauf s'ils vous ont sollicité. Hop, voilà, j'espère avoir bien répondu. Y aura-t-il des applications payantes dans le store? Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Ouais, je ne peux pas vous dire de bêtises. Alors, question de Carole. Une fois que le PS aura été à l'initiative du contact par MSS, rien n'empêche ensuite le patient de le solliciter, voire de le sursolliciter par ce biais. Est-ce multiplié par le nombre de patients, risque de saturation? Très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, donc, on insiste lourdement parce que c'est important, le professionnel, il initie le premier message. Derrière, en effet, le patient répond. Il faut savoir que dès le démarrage, dès la phase pilote, il y a un support de l'assurance maladie qui est disponible. Alors, pour les cas, j'ai envie de dire graves, voilà, où il y a échange d'insultes, j'en passe et des meilleurs. Par contre, c'est vraiment en cours d'expérimentation et de réflexion que d'imaginer des fonctionnalités pour pouvoir, je fais très court, blacklister. C'est pas prévu. Il n'y a pas encore, voilà, c'est pas prévu à janvier 2022, mais c'est évidemment dans les réflexions puisque ça a été remonté par plusieurs professionnels. Dans le processus de référencement en phase 3, question de Gaël, il est indiqué « Je me connecte sur l'espace privé du portail éditeur avec mes identifiants convergence ». Où se trouve ce portail éditeur? Alors, c'est sur le site de l'ANS. Je vais vous chercher le lien pendant que Anne prend les questions. Je vous envoie ça. Alors, Simon, l'interface avec un service externe étant capable d'interroger l'INSI plus gestion de cette identité en interne, est-il suffisant pour le référencement dans mon espace santé? Très, très bonne question. Anne, peut-être qu'en cherchant, tu peux répondre. Alors, du coup, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas la réponse. C'est ça? Non, ce n'est pas celui-là. C'est le message de Simon. Alors, l'interfaçage avec un service externe étant capable d'intégrer sur cette identité, est-il suffisant pour le référencement dans MES? J'ai tendance à dire non. Je ne connais pas par cœur le process de référencement, mais ça m'étonnerait qu'il y ait uniquement ça. Je vous invite vraiment à regarder le process en détail. Actuellement, les logiciels doivent être compatibles DMP avec mon espace santé. Est-ce que ce sera encore une nécessité? Les modalités d'alimentation et d'implémentation de DMP restent les mêmes, même si ça bascule dans mon espace santé. C'est plus le process de création qui change là aujourd'hui. J'espère avoir bien répondu. Bonjour, dans l'avenir, mon espace santé pourra-t-il éventuellement évoluer pour être aussi un outil de téléconsultation? En tout cas, dans l'immédiat, non, puisque le but, c'est qu'on est plutôt dans le store des applications dédiées à la téléconsultation. Ah oui. Question de Sabine. Comment les personnes en EHPAD vont pouvoir activer mon espace santé pour l'alimentation du DMP? Bien, très bonne question. Il y a des délégations de responsabilité. Après, tout dépend. Les personnes vont en effet le recevoir. Ça peut être réalisé avec l'aide des aidants, de la famille, également pour activer ou ne pas activer. Mais comme l'EHPAD est un lieu de vie pour les personnes, normalement, elles seront sollicitées à cet endroit par leur adresse à l'EHPAD. Il y a vraiment des possibilités de délégation, c'est dans le scope. Oui. Alors, je suis allée trop vite en montant. Ou demander la création d'une balle MS Santé pour une application e-santé qui a besoin de notifier le patient d'une information sur sa santé. Donc là, c'est pour avoir une boîte aux lettres applicative. Il faut vous adresser à l'agence du numérique en santé. À l'ANS. Voilà, exactement, à l'ANS. Et voir le process si vous êtes bien éligible. Donc, par exemple, si vous êtes une association, si vous avez bien
un médecin responsable, par exemple, donc qui est habilité à disposer d'une balle MS Santé, qui peut en prendre la responsabilité. Les guides d'éligibilité sont accessibles sur le site de l'ANS. Tout à fait. Donc, si vous allez consulter, vous tapez guide d'éligibilité MS Santé, normalement, vous devriez pouvoir Alors, les trouver. je vois qu'on a encore beaucoup de questions. Il est 16h22, on va encore en prendre. À la fin, on avait juste quelques informations rapides à vous dire, donc on sera très rapide pour vous donner notamment l'adresse pour récupérer l'ensemble des infos. Je vais me mettre volontairement rapidement sur le slide avec l'adresse réussirmonespacesanté.fr et puis vous pouvez retrouver tous les supports, notamment celui du webinaire d'aujourd'hui sur le site de l'ANS. Donc on prend des questions sur les dernières minutes, comme ça voilà, on essaie de répondre au maximum. Il y avait une question. Je crois qu'on en a William, c'est ça, sur est-ce que nous retrouvons les données du dossier pharmaceutique dans le DMP ou mon espace santé? Eh ben normalement, ça devrait se basculer. On n'a pas forcément la réponse précise là aujourd'hui. On doit encore en discuter et retrouver l'information. Donc vous l'aurez sûrement un peu plus tard. Alors, Laure, pour la partie notamment directive anticipée, donc comme vous l'avez vu, il y a un espace disponible sur mon espace santé pour que l'usager puisse s'exprimer sur ces directives anticipées. Et là encore, c'est une question de droit qu'il va donner pour que tel ou tel professionnel y accède. Les industriels ont-ils été mobilisés pour faire évoluer le logiciel des praticiens afin qu'ils s'intègrent plus aisément et limpidement avec mon espace santé? L'objectif est que les praticiens jouent le jeu de l'alimentation du DMPE. Alors, les éditeurs, les industriels, oui, ont été mobilisés, ils contribuent à ça, et également avec les couloirs Ségur et les financements, il y a énormément de choses qui vont aller dans ce sens. Donc, il y a des financements et le contrôle, bien sûr, qui ira avec sur ces dotations qui vont être faites. Donc, ça ne répond pas entièrement à votre question, mais partiellement, c'est un souhait louable. Joanne, je passe très vite parce qu'on a déjà dit, donc le NS, enfin mon espace santé sera ouvert dès la naissance. On essaie de passer pour répondre à un max de questions. Jean-Christophe, du coup, tant que le patient n'a pas donné l'accès à son médecin ou à son centre hospitalier au travers de l'application, le médecin ou le CH ne pourront pas alimenter le DMPE consulté. Oui et non. Je cherche mes mots, je vais y arriver. En fait, réglementairement, les modalités qui sont présentées là répondent à ce que le RGPD demande. Donc, toutes les demandes d'autorisation qui sont faites de façon plus ou moins tacite en fonction des sites ou en fonction des intervenants, aujourd'hui, en effet, on va de facto acter cette démarche. Donc oui, ça peut être un frein, mais pas forcément en fonction de l'information qui sera transmise. Ouais, ce que je voulais dire, c'était que si vous êtes une structure ou un cabinet, bref, si vous avez un outil métier qui pousse aujourd'hui automatiquement, suivant un paramétrage que vous avez prédéterminé, etc., certains documents dans le DMP, ça, évidemment, ça perdure. Vous continuez à bénéficier de cette intelligence des appels contextuels qui sont mis en place, bien sûr. Par contre, en effet, pour la consultation, là le patient peut masquer certains éléments. Uniquement pour la consultation. Non, mais peut-être disponible de quoi. Alors, donc la présentation, Christophe, comme on l'a dit, vous pouvez aller sur le site de l'ANS ou écrire aller sur réussirmonespacesanté.fr si vous souhaitez qu'on vous envoie plus d'informations, différents documents pour en effet relayer auprès de vos collaborateurs. Bien au contraire, ça serait top. Alors, Jean-Pierre, les task force, machin, mais les documents ne sont pas encore définis. En attendant, une alimentation avec d'autres documents est-elle possible? Il n'y a pas d'opposition. En tout cas, dans mon espace santé, le patient, lui, pour faire court, peut intégrer ce qu'il souhaite. Et puis côté structure, l'aide de liaison, compte rendu hospitalier, CRO, CRH, bio, imagerie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et en effet, il y aura plus de précision quand les task force pour la partie vague 2 seront lancées.
Bonjour, j'ai malheureusement loupé le début du webinaire. Donc oui, le replay sur notre site, bien sûr. Un PS disposant d'une messagerie AppyCrypt V2 n'ayant pas activé l'interopérabilité MSS. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est AppyCrypt V2. Soit vous avez une messagerie sécurisée de santé MS Santé, soit vous avez AppyCrypt V2. Si vous avez AppyCrypt V1, par contre, vous n'êtes pas dans l'espace de confiance, donc vous ne pouvez pas dialoguer avec le patient. Mais si vous avez AppyCrypt V2, ça fonctionnera bien. Non, les professionnels, si mon espace santé n'est pas activé, si le patient a exercé son droit d'opposition, il ne peut pas y avoir d'alimentation. Romain, vous avez reposé votre question, donc la réponse est non, il n'y aura pas d'annulaire dans mon espace santé. Ce seront seulement les professionnels qui auront été autorisés par le citoyen. Donc pas de catalogue DPS dans mon espace santé aujourd'hui. Pas d'annulaire. Philippe, je ne sais pas pour votre question. Je vous invite vraiment à regarder le process de référencement et encore une fois, dès qu'il est publié, à vous rapprocher des équipes pour avoir réponse à votre question. Et voilà. Et je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On a essayé en tout cas. La classe, 2 minutes. Écoutez, merci beaucoup à tous. Vous voyez en plus, encore une fois, sur le support que vous retrouverez en replay, que vous pouvez participer à la concertation nationale sur mon espace santé. Et puis, il y a de nombreux rendez-vous prévus. Donc, regardez régulièrement la page webinaire de l'ANS. Il y aura régulièrement des informations et puis des communications, bien sûr, sur cette phase pilote. On vous remercie vraiment pour votre participation, pour vos nombreuses questions. C'était vraiment agréable de pouvoir partager ce moment avec vous. On vous souhaite encore une fois une très belle rentrée à tous et une bonne fin de journée. On vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires avec l'Agence du numérique en santé. Et merci à Anne et Elodie.